Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique. Le gouvernement a obtenu son premier vote positif sur sa réforme des retraites hier, juste avant les 12 coups de minuit au Sénat. Parallèlement, les manifestations, les grèves se poursuivent. Le gouvernement espère refermer le chapitre la semaine prochaine. Un compte à rebours sous tension, puisque la gauche, unie contre la retraite à 64 ans, espère, elle, encore faire plier le gouvernement. On va parler de tout ça avec mon invité aujourd'hui. Bonjour, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, député de Seine-et-Marne, qui est donc notre invité aujourd'hui. Nouvelle étape donc dans la réforme des retraites, c'était il y a quelques heures, on peut dire, ça fait à peine 12 heures. Les sénateurs, en majorité de droite, ont majoritairement voté pour la réforme des retraites du gouvernement. Pour vous qui êtes dans l'opposition à cette réforme, c'est un coup dur ? Non, c'est sans surprise. Personne n'est étonné par le fait que la droite la plus conservatrice, celle du Sénat, ait fait le choix de voter pour cette réforme qu'elle a toujours présentée comme étant la sienne. Ça fait des années qu'ils proposent cette réforme à 64 ans, donc il y avait une logique à ce qu'ils votent, ce qu'ils avaient eux-mêmes proposé. C'est un coup dur quand même pour vous, opposants, parce que là, pour l'instant, le point est au gouvernement. Non, le point est en réalité beaucoup plus discutable. Si vous regardez bien les votes d'hier soir, vous regardez que, y compris à droite, il manquait environ 40 voix à la droite. Elle n'a donc pas fait le plein. Et moi, ce matin, j'en appelle en réalité aux gaullistes, à celles et ceux qui ont en partage cet héritage commun, celui du Conseil national de la résistance, de ce qui a été fait à la Libération, sous l'égide du général de Gaulle et de son ministre Ambroise Croizat. Nous pouvons effectivement aujourd'hui préserver ce système en passant par d'autres voies que celles qui nous sont proposées. Ça, c'est un appel pour l'Assemblée nationale. On va y revenir tout à l'heure, oui, parce que ça va revenir à l'Assemblée. Mais restons au Sénat juste 2 secondes. On va y revenir sur l'Assemblée. Parce que les sénateurs de gauche, avec à leur tête au PS Patrick Kanner, avaient dit on ne fera pas comme l'Assemblée nationale, nous on ira jusqu'au bout du texte, il n'y aura pas de bataille d'amendements, on ne fera pas d'obstruction. Bref, on fera le contraire de ce qui s'est fait à l'Assemblée nationale. Avec le recul, qu'est-ce qui est mieux, que ce soit voté au Sénat ou que ça ne l'ait pas été voté à l'Assemblée nationale ? Avec le recul, le mieux, c'est que cette loi ne soit jamais votée définitivement. Sauf que là, il y a déjà une étape de fait. Oui, il y a une étape. Donc c'est un échec pour la stratégie des sénateurs. C'est pas un échec. Tout le monde sait bien que le Sénat est à majorité de droite. Non, pour les sénateurs de gauche, j'entends. Ils disaient on va pas faire d'obstruction. Ils n'avaient pas d'illusion sur le fait que l'issue serait une issue positive pour le gouvernement, puisque la droite, encore une fois, soutient une réforme qu'elle a elle-même appelée de ses vœux depuis très longtemps, la droite sénatoriale. Chaque année, ils votent cette réforme et chaque année, jusqu'ici, le gouvernement disait non, on ne veut pas de cette réforme. Et puis évidemment, coup de Jarnac, on a un président de la République qui, après de longues années avoir expliqué que ce serait une formidable hypocrisie de mettre l'âge légal à 64 ans, alors même qu'on sait très bien que les Français ne sont plus, pour une majorité d'entre eux, en activité à cet âge-là, Donc, ça n'est pas un échec de la stratégie de la gauche sénatoriale, pour Non, vous. il n'y a pas d'échec. Il y a au contraire la possibilité, ils ont montré, une fois de plus, ils ont poussé le gouvernement dans ses retranchements, et vous avez vu que si le gouvernement a pu aller jusqu'au bout du texte, c'est simplement parce qu'il a utilisé tous les outils les plus antidémocratiques, l'article 38 du règlement du Sénat, l'article 44.3... Avec la possibilité, vous l'avez laissé entendre, on va y revenir, de rectifier tout ça à l'Assemblée nationale. En attendant, donc, il y a eu l'étape du Sénat, la réforme, la retraite à 64 ans, à l'issue d'une semaine marquée par une manifestation record, entre 1,3 million et 3,5 millions de gens dans les rues mardi, et les grèves. On a tout prévu pour rester longtemps dans la durée, donc jusqu'au retrait de la réforme. Ça fait 1 mois et demi qu'on fait une mobilisation. Aujourd'hui, la question de l'efficacité dans la mobilisation, elle se pose. Il faut bloquer le pays. On pense qu'on n'aura rien si on ne bloque pas l'économie en totalité. Et maintenant, le blocage, s'il y en a un, il est du côté du gouvernement. Il y a eu des mobilisations phénoménales aux 4 coins de la France. Ils n'entendent rien. Ces gens-là n'entendent que le rapport de force. Le Parlement suivra les termes de notre Constitution pour qu'un texte législatif puisse aller à son terme, ni plus ni moins. Votre objectif, c'est de censurer l'opposition à ce projet d'allongement de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. En application de l'article 44, alinéa 3 de la Constitution, et de l'article 42, alinéa 9 du règlement du Sénat, le gouvernement demande à votre Assemblée de se prononcer par un vote unique sur l'ensemble du texte. 44.3, c'est le 49.3 du Sénat. Ça a été la montée en puissance du règlement. 42, 38, 44.2 hier. Quel aveu de faiblesse, ouais. Victor Hugo avait appelé son chien Sénat. Eh oui, le Sénat est devenu le toutou du gouvernement. L'application du vote bloqué, la cause, c'est vous, c'est votre obstruction. Nous ne lâcherons rien et que nous ne les lâcherons pas. Nous ne lâcherons rien et nous ne les lâcherons pas. Nous ne lâcherons rien, nous ne les lâcherons pas. Pour 195 contre 112
le Sénat a adopté. La pression, elle commence véritablement à s'exercer sur le pouvoir législatif y compris. Macron, il fait comme son garde des Sceaux, hein. Il nous fait un bras d'honneur. S'il est si sûr de lui, il n'a qu'à demander l'avis du peuple en faisant une consultation. Voilà, il faut passer à autre chose, disent les syndicats. Il faut passer à un référendum, ils le disent, que ce soit Philippe Martinez ou Laurent Berger, très clairement. Est-ce que vous soutenez l'idée d'un référendum sur la retraite à 64 ans maintenant ? Je l'ai même demandé depuis longtemps, et je le souhaite encore plus ardemment maintenant. Il y a un hiatus entre ce que nous voyons dans les sondages, les mobilisations qui sont inédites, et puis un gouvernement qui reste sourd à son propre peuple. Et donc, la meilleure façon, je dirais même aujourd'hui, la seule façon de ne pas fracturer davantage ce pays, et de ne pas avoir un mouvement qui dégénère, eh bien, la meilleure façon de conjurer, en fait, cette fracture, c'est le référendum. C'est de renvoyer l'ultime décision au peuple français. Et là, nous verrons effectivement si Emmanuel Macron a été élu pour cette réforme ou s'il ne l'a pas été. Moi, ce que je sais, c'est que les Français n'ont pas voté pour cette réforme, ils ont voté contre Marine Le Pen, ce qui est très différent. Est-ce que ça veut dire que les députés de la NUP, donc de l'ensemble de la gauche, vont redéposer une motion référendaire pour inciter le président de la République à mettre en place un référendum? Ça peut être une des solutions. C'est pas encore déterminé, ça. La surprise viendra en son temps à l'Assemblée. Mais c'est sur la table, éventuellement, une nouvelle motion référendaire? Bien sûr que c'est sur la table. Tout est possible, même si ça n'est pas forcément... Enfin, vous savez comment se passe... on a une majorité relative à l'Assemblée. Ça suppose qu'il y ait là suffisamment de gens pour voter la motion référendaire, mais y compris l'URN. Et vous refusez leur voix. Je souhaite qu'il y ait cette possibilité d'un référendum, et j'en appelle au président de la République. Si vraiment il est si sûr de lui, s'il pense que les Français approuvent cette réforme, alors qu'il la soumette au peuple français. Alors tout va se jouer mercredi en commission mixte paritaire, où là il y a un groupe de 14 sénateurs et députés qui se réunissent pour essayer de mettre un texte commun entre ce qui a été discuté à l'Assemblée et au Sénat. J'explique. Et donc, il y a des choses qui ont été votées au Sénat, par exemple. Le CDI senior, pour favoriser l'emploi des seniors dans les entreprises, ou bien un bonus de 5% pour les femmes qui travaillent 2 ans de plus. Est-ce que ça, il faut le garder, par exemple? Mais vous vous rendez compte de ce que vous annoncez là? En fait, on annonce un CDI senior, donc pour que des seniors puissent éventuellement continuer à travailler plus longtemps. C'est donc, on pointe bien le fait qu'aujourd'hui, c'est très difficile, après 55 ans, de retrouver du travail. Tout le monde est d'accord avec ça. Ah oui, tout le monde est d'accord, mais sauf que quand vous repoussez l'âge légal, vous vous rendez bien compte que vous alliez pousser des gens vers la précarité, vers le chômage, vers le RSA, chômage qui a été diminué en montant et en durée d'indemnisation. Donc on voit bien que déjà, il y a un gros problème. Alors est-ce que le CDI senior, c'est une bonne idée? Le CDI senior, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va supprimer une part des cotisations sur ses revenus. Familial. Et donc, dans quelques années, on viendra nous dire, écoutez, il y a un problème, il y a des déficits, il y a plus de cotisations. Mais Olivier Faure, je crois comprendre que vous n'êtes pas trop favorable à ce CDI senior, c'est pas trop votre idée. Simplement, je dis, c'est en fait, je sais pas comment. Parce que les sénateurs PS l'ont voté, hein. Non, mais on creuse un trou. Non, mais je ne dis pas, ce que je vous dis, c'est que on creuse un trou, et puis après on dira, oh, il y a un trou, il faut le combler. Mais c'est le problème de ce gouvernement, c'est que depuis le début, il nous explique qu'il y a des déficits potentiels dans quelques années. Mais qui crée les déficits, si ce n'est ce gouvernement lui-même? Ce que vous voulez dire, Olivier Faure, c'est qu'il n'y a rien de négociable, il faut arrêter cette réforme, basta, il faut on négocie tout rien. Remettre à plat. Moi, je suis favorable à ce qu'on puisse discuter d'une réforme des retraites. Je n'ai absolument pas peur de cela, parce que, y compris le système actuel, n'a pas que des avantages pour tout le monde. Donc, on peut faire mieux. Mais faire mieux, ça ne veut pas dire régresser. Et moi, je ne veux pas faire le chemin à l'envers. Je ne veux pas que progressivement, on restreigne les droits qui ont été conquis par les salariés depuis de nombreuses années et qui font que, pour reprendre les mots d'Ambroise Croizat, la retraite n'est plus l'âge, en fait, l'antichambre de la mort, mais celui d'un nouvel âge de la vie. Eh bien, c'est cela que je défends, cette vision-là de la vie et du monde. Et je ne veux pas qu'on vienne en arrière. Vous parliez tout à l'heure de la droite, qui est majoritaire au Sénat, qui est charnière aussi à l'Assemblée nationale, puisque c'est les Républicains qui, finalement, ont l'avenir de la réforme entre leurs mains. Espérez-vous donc le renfort de certains LR, notamment ceux qui se réclament de la droite sociale d'Aurélien Pradié, pour stopper la réforme du gouvernement? Je me souviens qu'à une époque, effectivement, les Républicains étaient un parti gaulliste et que il y aurait une logique à ce que ces gens se souviennent de leurs origines et de l'héritage qu'ils portent en commun. Une fois que vous avez dit ça, qu'est-ce que vous leur demandez? Mais je leur demande d'être fidèles à leurs convictions et de faire en sorte de ne pas accepter une réforme qui va peser sur qui? Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Voter contre? Voter contre, bien sûr. D'accord. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que cette réforme, 18 milliards, 7,7 milliards d'économies attendues, 11 milliards qui reposent sur qui? Sur les femmes. Donc on peut après
parler de politique familiale, mais enfin, on se rend bien compte que là, ce sont d'abord les femmes qui vont supporter la retraite, Alors, est-ce que la vous réforme faites de la retraite. confiance à Et de Aurélien reste, Pradié pour convaincre ses amis des Républicains de rejoindre le camp du non? je ne veux pas le compromettre, je ne veux pas donner le sentiment qu'il y aurait une alliance entre nous. Je dis simplement que s'il y a encore des gaullistes à l'Assemblée, eh bien, il doit se souvenir qu'ils sont un parti donc qui a mis en place avec nous le régime de retraite par répartition, qu'ils en sont donc eux aussi les héritiers, et qu'ils en sont même peut-être les continuateurs. C'est un appel très clair et net. Oui, c'est un appel très clair et net, et c'est un appel aussi à ce que, parce que je me souviens que ce parti-là a aussi un parti qui défendait la famille et qui défendait la natalité. Comment voulez-vous que les femmes aient encore le sentiment qu'elles sont accompagnées, alors même que cette réforme va peser d'abord sur elles parce qu'elles font des enfants? Est-ce que vous avez discuté de tout ça avec Aurélien Pradié? Non, pas directement. Non, je vous demande ça parce que Laurent Berger, numéro 1 de la CFDT, lui, il est allé voir Aurélien Pradié. Vous pensez qu'il peut être plus entendu que vous, de ce point de vue? Mais moi, je suis pour qu'on avance et il n'y a pas de question d'ego ou de question de qui, de question de quoi. Le concours de savoir celui qui va réussir à remporter le magot... Non, mais parce que Laurent Berger, avant, il allait plutôt voir les socialistes plutôt que les LR. Mais il est aussi venu voir les socialistes, c'est ça qui vous intéresse. Je sais pas. Il est venu aussi nous voir aussi, et on a vu tout le monde. Et c'est très bien comme ça. Et moi, je n'ai pas de querelle avec les uns ou les autres. Je souhaite que nous puissions avancer, que nous puissions gagner, parce que je souhaite que nous puissions aller vers une autre réforme des retraites que celle-là. Voilà. En tout cas, il y a toujours des grèves dans les transports, dans les raffineries, des coupures d'électricité aussi. Certains disent il faut bloquer le pays, il faut aller plus loin. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je ne suis pas, là pour le coup, moi je ne suis pas syndicaliste. Ce n'est pas moi qui le matin vais dans les entreprises, dans les usines et qui fait voter la grève ou qui ne la fait pas voter. Donc ça relève directement de l'action syndicale. Le mot blocage, ça vous fait pas peur, le mot blocage? Mais rien ne me fait peur si ça sert une cause qui est une cause juste. Ce que je crains, en réalité, la seule chose que je craigne, c'est que, à force de ne pas rendre le pays, il y ait des actions qui sont des actions violentes. Et ça, je m'y refuse. Mais pour cela, encore faut-il que le gouvernement, prenne la mesure de la tension dans ce pays. Donc s'il y avait des violences, ce serait de la faute du gouvernement, dites-vous? Mais aujourd'hui, on a un gouvernement qui hystérise le débat. On a un gouvernement qui hystérise les débats partout. Et qui n'entend rien. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Vous avez une réforme qui est refusée, rejetée par 93% des actifs. Quasiment toutes les personnes qui travaillent aujourd'hui sont contre. Et malgré tout, le gouvernement avance comme si de rien n'était. Vous êtes contre cette réforme des retraites, très bien. Maintenant, vous allez me dire quelle est la ligne du Parti socialiste. Est-ce que vous défendez une retraite à 60 ans, c'était le programme des législatives de la NUP, ou à 62 ans, qui était le programme d'Anne Hidalgo à la présidentielle? Ce que je défends, c'est d'abord le fait qu'on n'ait pas cette réforme-là. D'accord, mais pour faire quoi? Je vous réponds. 60 ans ou 62 ans? Nous avons d'autres possibilités de financement. Les possibilités de financement, elles sont gigantesques. On nous fait croire qu'il n'y a pas de choix. Mais qu'est-ce qu'il est possible de faire? Par exemple, je prends 2 ou 3 exemples. Le premier, le plus simple, vous payez les femmes au même tarif que les hommes. Il n'y a plus cet écart de 20% entre les uns et les autres. À la fin, vous touchez 12 milliards de cotisations. Oui, mais je vous réponds très précisément. Non, mais la question c'est, est-ce qu'il faut revenir à 60 ans ou rester à 62 comme aujourd'hui? Mais 60 ans, 62 ans, ça n'est pas là l'essentiel. Ah si, pour les gens qui travaillent 2 ans, c'est énorme. Non. L'essentiel, la réalité, c'est que c'est la durée de cotisation qui est le paramètre essentiel. Et moi, je souhaite qu'on puisse avoir des durées de cotisation qui soient différentes selon les catégories de population auxquelles on s'adresse. Vous ne pouvez pas faire travailler pour la même durée quelqu'un qui est journaliste, quelqu'un qui est parlementaire ou quelqu'un qui est au marteau-piqueur. Ça n'a rien à voir. Et encore, vous avez des gens... journalistes, il y a ceux en plateau et ceux sur le terrain, ça peut être différent aussi. Oui, déjà. Mais enfin, la réalité, c'est qu'il y a des métiers pour lesquels, en fait, on voit bien, regardez au Sénat, ils veulent pas partir, ils sont tous là. Et ils sont ils ont tort parce qu'ils se sont gardés une retraite mais pourquoi vous ne voulez pas dire 60 ou 62 ans? Mais parce que je vous dis, ça n'est pas là l'essentiel. Celle de la NUP, c'était revenir à 60 ans. Est-ce que vous êtes sur cette ligne-là? Moi, je suis pour qu'on puisse faire partir à 60 ans toutes celles et ceux qui ont des carrières difficiles, des carrières longues, qui ont des métiers pénibles, et faire en sorte que nous puissions faire en sorte de préserver la retraite en bonne santé pour la multitude. Voilà ce que je cherche. Bien. Et donc, ce que je vous dis là, c'est que le problème, c'est que quand vous vous reculez l'âge légal à 64 ans, là, il y avait des gens qui pouvaient partir plus tôt et qui vont être pénalisés. C'est sur eux que vont reposer les économies, mais que si vous baissez au contraire l'âge légal, la question n'est plus l'âge légal, mais la durée de cotisation. On est désolé de faire de la technique de secondes. Non, mais ok, on a le problème. Vous savez, on en parle depuis des semaines en même temps, c'est vrai. Oui, mais bon. Alors, en tout cas, vous aussi,
vous entamez un second quinquennat, finalement, à votre façon, à la tête du Parti Socialiste. Oui, j'entends, où vous avez été réélu il y a un mois, non sans mal, puisque vos concurrents vous reprochent l'accord que vous avez signé avec le Parti avec Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste et LFI pour créer la NUP, des alliés que vous retrouvez régulièrement. Depuis votre congrès, on vous avait pas trop vu? Suivez-moi davantage, vous allez voir, tous les soirs on est quelque part et on tourne. Avec les partenaires. Avec toute la gauche, ouais. Socialistes, communistes, insoumis et verts n'en reviennent toujours pas d'être ensemble. La NUPES est au complet. La fête peut commencer. On a fait ce pari qu'il fallait s'unir et on y est arrivé. On a eu 13 jours, 13 nuits, on s'en souvient là, quelques-uns de discussions et ça a été historique. Au fond, si on est complètement honnête avec vous, on n'était pas tout à fait certain de faire cette union, dans cette configuration-là, et pendant des années, on s'est détesté, on s'est tapé dessus, etc. Et c'est les Français qui nous l'ont imposé, au final. C'est eux qui nous ont dit, vous êtes trop cons. Entendre, trop divisé. Le déclencheur, c'est le score calamiteux de la candidate socialiste à la présidentielle, moins de 2%. À partir de ce soir, de ce dimanche soir cataclysmique pour le Parti socialiste, Olivier Faure commence à faire passer des messages auprès de Jean-Luc Mélenchon. Ça se noue par un déjeuner, donc je ne sais pas qui a payé l'addition, mais les deux sont ressortis du restaurant en se disant, oui, il est franc, c'est possible d'envisager quelque chose tous les deux. La naissance de la NUPES va créer un clivage. Au PS, il y a les pros et les antis qui redoutent l'hégémonie de Jean-Luc Mélenchon. Certains démissionnent, d'autres mènent la guerre interne. Il faut le renouveler et le retrouver, le Parti socialiste. On sait bien qu'il ne va pas bien depuis trop longtemps. Je pense qu'on a besoin, oui, d'une nouvelle incarnation aussi. Le parti, je vous le confirme, il est vraiment coupé en deux, puisque Olivier Faure a donc été réélu premier secrétaire du Parti socialiste, mais avec une marge qui est quand même infime et diablement problématique pour lui. Pour l'instant, Olivier Faure préfère chanter avec les bataillons de la NUPES. Et en coulisses, il a déjà rangé aux oubliettes les historiques de la vieille maison socialiste. Il n'y a pas d'éléphant du PS. Oh mais arrêtez que les éléphants, ils sont... voilà, je sais pas où ils sont les éléphants. Allez, on y va, c'est parti. Olivier Faure, je vais vous parler de Bernard Cazeneuve, dernier Premier ministre de François Hollande. Vous le classeriez dans les éléphants, les historiques ? Écoutez, classez-le où vous voulez. Moi, je sais qu'il a quitté le PS et qu'il était au congrès du PRG hier, donc c'est un choix. Ça veut dire quoi, quand vous dites ça ? Je ne sais pas. En fait, moi, j'essaie de comprendre où sont les uns et les autres. Et je vois que hier, il a fait un choix, celui d'être au congrès du Parti radical de gauche, qui était un allié historique, très respectable, qui était un allié historique du Parti socialiste, pourtant autrefois. Oui, enfin, qui a été un allié, puis parfois pas. Rappelez-vous, l'année présidentielle, ils étaient partisans de Christiane Taubira quand Bernard Cazeneuve était lui président du comité de soutien d'Anne Hidalgo. Donc ils se retrouvent, ça prouve qu'ils ne sont pas rancuniers les uns les autres. Donc Bernard Cazeneuve, il fait plus partie de la famille socialiste, clairement. Il a fait un choix. Il fait plus partie de la famille socialiste. Il a fait son choix et donc maintenant, je vois qu'il court son chemin et c'est son droit le plus absolu. Vous le voyez candidat à la présidentielle ? Mais je n'ai pas à commenter les uns. Non, mais est-ce que vous l'imaginez candidat à la présidentielle ? Je ne commente pas les uns les autres. Alors hier, lors du Conseil national du Parti socialiste, vous avez confirmé Nicolas Maillard-Rossignol, maire de Rouen, comme premier secrétaire national délégué, malgré les divergences que vous avez sur l'appartenance à la NUP. Qu'attendez-vous de lui ? Mais j'attends tout simplement le respect de la parole donnée. J'attends que chacun soit loyal par rapport à une organisation qui a fait de chacune et de chacun des parlementaires, des maires, des présidents de région, de départements. Et donc ça suppose d'être fidèle à un engagement et fidèle aussi à ce qu'on appelle le fait majoritaire. Et donc quand dans une organisation, on vote, il faut en respecter la décision. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y aura des lignes rouges à ne pas franchir ? Ça veut dire que quand il y a un vote, il faut le respecter. Alors par exemple, s'il décide d'aller soutenir Martine Froger, qui est dissidente socialiste, face à Bénédicte Taurine, candidate LFI, soutenue par l'ensemble de la NUP, donc par vous aussi, en Ariège, s'il décide d'y aller, parce qu'après tout il peut, il sera exclu du PS ? Mais d'abord, on est un parti de droit, et donc il y a une commission des conflits qui traite de tous ces sujets-là. S'il y va, qu'est-ce qui se passe ? Mais l'évidence, c'est que quand on appartient à une direction, et il appartient à une direction, on ne peut pas contredire un vote qui a été un vote formel. Donc il ne devrait pas aller en Ariège si vous voulez. C'est l'évidence. En fait, on ne peut pas avoir une direction. Vous en tiriez des conclusions. Bien sûr, mais j'imagine que lui aussi. Parce que la réalité, c'est que quand on est dans une direction, on ne peut pas indiquer précisément des directions différentes. Voilà. On va accueillir Louis Ossalter, journaliste politique à Marianne, pour sa carte blanche. Bonjour Louis. Bonjour Francis. Parce que pour Olivier Faure, il y a le PS à gérer, mais aussi la NUP.
Tout à fait, bonjour Olivier Faure. Bonjour. Parlons de la NUP. Est-ce que pour vous, cette alliance de la gauche que vous avez contribué à tisser, c'est une parenthèse ou est-ce qu'à terme, le Parti socialiste a vocation à se fondre dans cette alliance électorale ? Je ne sais pas ce que ça veut dire se fondre. Personne ne se fond dans cette alliance. La réalité, c'est que semaine après semaine, il y a une autonomie totale des différents groupes parlementaires. Nous n'avons pas toujours voté ensemble. Chacun reste chez soi, dans une alliance, mais c'est chacun, une coalition. Chacun avec ses... Si nous étions identiques, nous aurions choisi de faire un groupe unique ou même un parti unique. Ça n'est pas le cas. Donc nous avons chacun notre propre autonomie. Et en même temps, ce que nous cherchons semaine après semaine, c'est à converger sur l'essentiel pour pouvoir produire une alternative face à la droite et à l'extrême droite. Justement, prenons les retraites. Alors la NUP est restée plutôt unie sur le fond, même si on a entendu vos quelques nuances tout à l'heure. Mais sur la stratégie, il y a eu des sacrées divergences. Vous avez reproché à la France Insoumise leur obstruction à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez eu l'occasion de reparler avec eux de cet épisode et d'en tirer des leçons ? Mais bien sûr qu'on en parle. On se parle en réalité à l'Assemblée. On est parlementaire, on se croise tous les jours, on se voit, on se parle. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit alors sur cet épisode d'obstruction de la France Insoumise ? On s'est dit ce que vous savez déjà. Ça se reproduira plus ? Non, je ne sais pas si ça se reproduira, mais on ne peut pas demander l'autonomie et en même temps refuser l'autonomie des autres. Donc, nous n'étions pas complètement d'accord sur la tactique à adopter, mais ça n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous sommes toutes et tous opposés à un projet de réforme qui est en fait une terrible régression. Et ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que le débat public se limite à commenter uniquement les faits de tribunes ou d'hémicycles, alors que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que vous avez un gouvernement qui propose une régression, qui a menti régulièrement jour après jour. Vous avez un ministre qui fait 3 bras d'honneur l'autre jour dans l'hémicycle. Ça fait et des insoumis qui déposent des milliers d'amendements pour bloquer le débat. C'est pour ça que je vous demande si vous en avez parlé avec eux. Non, mais enfin, attendez, c'est quoi les amendements qu'on dépose ? Les amendements qu'on dépose, c'est un temps de parole qu'on se donne pour pouvoir contester une réforme. Un ministre de la République qui, lui, vient dans l'hémicycle faire 3 bras d'honneur. Éric Dupond-Moretti, je le redis. Éric Dupond-Moretti. Quelle est la démocratie en Europe ou dans le monde où vous auriez un ministre qui fait des bras d'honneur aux députés et qui reste à sa chaise et qui ne bouge pas et que la première ministre ne rappelle pas pour lui dire dehors. Vous demandez quoi, vous, ça veut dire que si j'avais été Premier ministre et si j'avais eu un de mes ministres qui avait fait un bras d'honneur dans l'hémicycle à ceux qui représentent le peuple, parce que ce n'est pas simplement des hommes et des femmes politiques, c'est le peuple français représenté dans l'hémicycle, eh bien j'aurais demandé à mon ministre de quitter le gouvernement. Qu'est-ce que vous demandez à Elisabeth Borne de faire ? Je ne lui demande rien du tout, elle fait ce qu'elle veut. Mais ce que je dis, c'est que dans aucune démocratie au monde, eh bien, on aurait toléré ce genre de geste. Oui. Alors, il va y avoir un crash test pour la NUP bientôt. Ce sont les élections sénatoriales en septembre. Est-ce que pour vous, il faut, comme aux dernières législatives, des candidatures uniques de la NUP au sénatorial ? C'est pas du tout le même mode de scrutin. En fait, il n'y a pas de candidature unique parce que c'est des scrutins de liste pour une part des départements. Est-ce qu'il faut des listes uniques ? À chaque fois que c'est possible, bien sûr qu'il faut des listes communes et faire en sorte que nous puissions trouver des accords entre celles et ceux qui ont ce qu'on appelle des grands électeurs. Parce que la question, elle est celle-là, c'est comment est-ce qu'on fait pour gagner des élections sénatoriales. Ça n'est pas une élection ouverte à tous les Français. Ce sont des élus qui élisent des élus. Donc, comment est-ce qu'on fait ? On regarde qui sont les élus dans tel ou tel territoire. En clair, vous voulez des listes NUP au Sénat, au sénatorial. Ça veut dire que je veux des listes qui soient des listes d'union de la gauche et des écologistes. Donc NUP. Et avec la France Insoumise ? Le problème des Insoumis, en l'occurrence... Ils n'ont aucun sénateur. Oui. Le problème, c'est de savoir quels sont les départements où ils peuvent faire basculer des sièges supplémentaires. Et quand c'est le cas, évidemment, il faut aller avec eux, mais quand c'est pas le cas, la question est posée. Voilà. Mais par exemple, Patrick Kanner, patron des sénateurs socialistes, lui, il estime que la France Insoumise n'a pas à réclamer de siège de sénateur. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Je viens de vous répondre, c'est-à-dire que la question, elle est simple, c'est là où il y a des grands élus qui peuvent permettre de faire basculer des sièges supplémentaires et qui viennent de telle ou telle formation politique, eh bien, effectivement, il faut un accord. Voilà. Il y en a pour la France Insoumise. Il y a des possibilités pour eux ou c'est pas possible parce qu'ils ne sont pas assez implantés territorialement. Ils font la démonstration qu'à tel ou tel endroit, ils ont la possibilité de ramener des sièges supplémentaires, eh bien, c'est normal qu'ils puissent participer dans ces listes. C'est quand même une évidence. Voilà. Est-ce que plus généralement, Olivier Faure, le Parti socialiste a un avenir électoral en dehors de la NUP ? La question, vous pourriez la poser différemment, pardon de la reprendre, mais qui, à gauche, a un avenir électoral hors coalition ? Parce que moi, je veux bien, il y a bien sûr des gens qui se font élire. Et vous aurez toujours des socialistes, des communistes, des écologistes, des insoumis qui seront élus, quelles que soient les circonstances. Mais quelle est la possibilité pour l'un de ces partis-là de gagner seul une élection présidentielle, de gagner seul une élection législative, de gouverner seul ?
La réponse, elle est proche de 0. Il faut rester ensemble pour toutes les prochaines élections. Ça veut dire qu'il faut, quand il y a des scrutins qui sont des scrutins qui engagent le pays et qui sont des scrutins majoritaires et qui nous obligent à cette coalition pour pouvoir réussir à l'emporter, oui, nous devons nous mettre d'accord pour pouvoir ensuite diriger le pays. Autrement, c'est pas possible. Je pose la question autrement. Est-ce que le Parti socialiste a vocation à avoir un candidat à lui pour l'élection présidentielle? Le Parti socialiste a vocation à avoir un candidat à lui. Mais ce candidat n'a de chance de l'emporter qu'à une seule condition, c'est qu'il soit le candidat d'une coalition plus large. Et donc je comprends très bien qu'aujourd'hui, c'est une coalition-compétition. Il y a aujourd'hui des gens dans chaque formation politique qui souhaitent être le candidat unique de cette coalition. Battez-vous et à la fin on verra qui pourra mener cette coalition dont vous parlez. Non, c'est entendez-vous. Faites en sorte que cette coalition soit possible sur un contrat de coalition. Et puis ensuite, choisissez le ou la meilleure d'entre nous pour permettre la victoire. À cette condition-là, vous verrez, vous gouvernerez à nouveau. Si en revanche vous faites l'inverse, si vous considérez que rien n'est possible entre vous, qu'il n'y a aucun accord possible sur le fond et que derrière vous avez 4 ou 5 ou 6 candidats à l'élection présidentielle, vous connaissez le résultat. Ce sera la droite face à l'extrême droite. Avec cette fois-ci, une menace qui pèse terriblement sur nos épaules, c'est l'extrême droite. Et donc, moi, je ne veux pas être complice d'une arrivée de l'extrême droite en France. Merci Louis. Merci. À partir de demain, va être discuté à l'Assemblée nationale, vous êtes député, je le rappelle, le projet de loi sur le nucléaire. Emmanuel Macron veut que la France construise 6 nouveaux EPR dans l'immédiat, puis 8 dans un avenir plus lointain. Et là-dessus, là encore, j'allais dire, la NUP n'est pas uniforme. Il y a LFI et Europe Écologie Les Verts qui sont contre, le Parti communiste qui est pour, et le Parti socialiste dans l'histoire. Mais d'abord, moi, j'aimerais bien qu'on prenne cette question-là, non pas comme une question NUPES, pas NUPES. Bon, alors, la prenez pas comme ça, mais c'est quoi la position du PS ? La question qui nous est posée aujourd'hui, c'est de savoir comment nous allons maintenir notre indépendance énergétique, comment nous allons réussir la décarbonation de notre économie. Alors, il y a deux choses dans ce que vous venez de dire. D'abord, comment l'indépendance énergétique, est-ce que ça passe par des nouveaux réacteurs ? Alors, je vais vous répondre, mais ce que je vous dis, c'est que l'enjeu, il est là. Et l'enjeu écologique, c'est de décarboner l'économie, parce que nous avons quelques années pour éviter une catastrophe qui sera irréversible. On va prendre les sujets dans l'ordre. Donc le premier, est-ce que donc pour l'indépendance écologique, la dépendance énergétique, pardon, est-ce qu'il faut plus de réacteurs nucléaires ? Tout est lié, et donc il y a aujourd'hui une question qui nous est posée. Je vais prendre dans l'autre sens, parce que la question, c'est d'abord la priorité des priorités, c'est d'abord de décarboner l'économie. Parce que si nous ne la décarbonons pas, nous savons que nous allons vers une pollution définitive et donc un problème climatique qui sera irréversible. Donc, c'est l'objectif numéro 1. Comment est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a des scénarios qui sont possibles avec les ENR seuls ? Certains le disent. Mais il y a aussi une difficulté, c'est qu'on voit bien que c'est assez compliqué. Moi, je souhaite que tout soit mis à plat sur la table et contrairement à ce que fait le gouvernement, qui lui cherche à rendre tout obscur. D'abord, qui commence par des projets, puis après, il nous dira on va travailler sur la planification. Moi, je veux qu'on commence par travailler sur la planification. Et on verra ensuite, à l'Assemblée. À ce moment-là, on verra à l'Assemblée parce qu'on n'a plus le temps. Ah ben, c'est dommage. Mais parce que j'ai une question précise, mais on n'a pas la réponse. Oui, mais c'est pas parce que la réponse, elle peut pas se faire en 15 secondes. Bien, alors c'est un sujet trop important qu'on la lit comme ça. Alors, on verra ça à l'Assemblée. Très bien. Merci Olivier Faure d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en Politique. Tout de suite, Catherine Matoche pour l'actualité de la mi-journée.